Donc, comme voilà, on vient de le dire, donc c'est un atelier, on est dans notre e-tour des métiers et donc c'est notre porte ouverte digitale. Donc, on présente toute cette semaine à travers différents ateliers, toutes les formations dans les métiers que nous proposons à l'EFP, en formation en alternance, évidemment, qui l'alternance veut dire une partie où vous venez à l'EFP pour avoir des cours, pour apprendre le métier, mais vous êtes aussi en pratique dans des entreprises, chez des patrons, pour pratiquer le métier au quotidien. Mais Ouais. ça, on vous expliquera un peu plus en détail par la suite. Donc, voilà. Comment va se dérouler l'atelier? L'accueil, ce que l'on fait maintenant. Je vous remercie toutes et tous d'être parmi nous. Ensuite, on va présenter les différents métiers dans les techniques spéciales bâtiments. On a nos experts que je vais présenter maintenant qui vont vous faire part de c'est quoi le métier, comment il se vit. Ensuite, nos deux responsables de pôle, Valérie Vandenberg et Céline Divoul, vont expliquer pour les formations qui les concernent, quelles sont justement les modalités d'admission, etc., comment elles se mettent en place. Nous avons aussi Anne-Sophie Lévesque et Vanessa Capalanga du SFPME qui vont nous expliquer comment fonctionne la pratique en entreprise. Et juste avant l'explication des formations, nous avons aussi des représentants du secteur de Contrucity, donc Émilie de Mulder et Henri McFivet qui vont nous expliquer, le domaine de la construction, comment va-t-il, quel est le marché de l'emploi, comment ça se passe. Et nous avons aussi normalement un ancien auditeur, Florian Van Bellingen, qui devrait nous rejoindre pour expliquer son expérience d'auditeur. Sans plus tarder, et pour passer au gros morceau, au repas de notre atelier, nous allons commencer par présenter les métiers. Et donc, je vais donner la parole à Laurent Vangou, qui pourra nous expliquer, installateur sanitaire et plomberie, quelle est la journée type, quels sont les avantages du métier, quelles sont les contraintes et quels sont les débouchés lorsqu'on suit cette formation. Laurent, la parole est à toi. Donc voilà, tout d'abord, bonjour, bonsoir. Alors, pour une journée type pour un installateur, tout dépend d'abord de savoir si vous travaillez avec des hommes ou pas. Dans mon cas de figure, je travaille avec des hommes, donc la journée commence assez tôt parce que comme la clientèle peut être dans toute la Belgique, on commence en général 7h, 7h30 du matin. Ça peut être embêtant, mais d'un autre côté, on gagne pour le trafic. Alors, ce qui consiste d'abord à mettre les hommes en route. Par après, quand les hommes sont en route, je pars en dépannage. Ensuite, je peux faire des devis et des visites d'installation. Et alors, bien sûr, devis et paperasserie. Ça, c'est une journée quasiment type. Mais je suis sur le terrain, donc ça m'arrive d'être en chaufferie, ça m'arrive de mettre des WC, ça m'arrive de faire du gros aussi que du petit, de faire des salles de bain ou quoi que ce soit. Alors, en ce qui concerne les avantages de ce métier, c'est qu'on touche à tout, à beaucoup de choses. Et en sanitarisme, plomberie, on peut empiéter sur le travail de chauffagiste. Mais je ne vais pas parler du chauffagiste, je vais laisser ça à mon collègue. Et le travail est en abondance, dans le sens qu'on ne touche pas qu'à une seule chose. On peut placer de l'appareillage sanitaire, mais il faut savoir qu'avant de placer l'appareil sanitaire, il faut placer des tuyaux. Donc, ça se dimensionne. Il faut chauffer l'eau, donc ça se dimensionne point de vue gaz aussi. Donc, il y a un tout. Hein. Les gens voient surtout les finitions, voient un bon WC, voient une belle salle de bain, une belle douche, mais il y a tout ce qui est dans le mur, tout ce qui est encastré, tout ce qui est dimensionné. Le désavantage de ce métier, s'il y en a un, c'est les horaires. C'est vraiment, on sait quand on commence, mais on ne sait pas vraiment en vrai quand on termine. Quand vous avez des ouvriers, eux, c'est 8h, 8h30, ok. Mais vous, votre journée, elle commence à 5h du matin, en vrai, et elle se termine des fois à 22h, 23h, en tant que chef d'entreprise. Hein. Pour un ouvrier, l'avantage, c'est que c'est 8h, 8h30, et les heures supplémentaires sont payées ou il les récupère par après. Alors, les journées sont vraies, c'est vrai qu'elles sont parfois longues, mais l'avantage dans notre métier, en tout cas manuel, c'est que tant qu'on ne transporte pas l'eau, le gaz par Wi-Fi, on aura toujours du boulot. On ne sait pas nous remplacer par une machine. Donc, ça, c'est vraiment un très, 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 très gros avantage. Les désavantages, certes, c'est les horaires.
les horaires. Si vous êtes chef d'entreprise, la vie de famille est un peu plus compliquée, mais en tant qu'ouvrier, vous n'avez pas ce souci-là. Point de vue débouché, vous avez un débouché, vous pouvez faire du dépannage, du montage, de l'installation et de la maintenance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout cela se base sur de l'hydraulique, des dimensionnements. On touche au gaz, on touche à la production d'eau chaude sanitaire, sur le traitement de l'eau, hein, le placement d'adoucisseurs, de doseurs pour traiter l'eau en soi, et l'eau pluviale, par exemple. Donc, le choix est grand, il y a beaucoup de choses à faire. On peut ne pas se focaliser que sur une seule et unique chose. Et les débouchés, c'est vraiment, on peut terminer dans la maintenance d'une école, par exemple, maintenance d'un hôpital, ou simplement terminer dans une société ou faire sa propre société si on est chef d'entreprise. Donc, déboucher, c'est exagéré. Il y a du travail, il y en a vraiment beaucoup. Ok, merci beaucoup Laurent pour ce partage et on sent ta passion derrière ton métier. Donc voilà. Ensuite, on va passer au deuxième métier qui est installateur en chauffage central. Et donc là, je vais passer la parole à Pierre pour qu'il nous explique aussi un peu sa journée type, les avantages, contraintes, les débouchés. Voilà Pierre, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Pierre Tchak et depuis que je fais du chauffage central, je peux dire que ma situation et ce que je fais a fortement évolué. C'est-à-dire que maintenant, dans le chauffage central, ce n'est plus un seul métier, mais c'est au moins une dizaine de métiers. En gros, une installation de chauffage central est divisée en 4 parties. La première partie, c'est la génération, c'est-à-dire que c'est les chaudières, c'est là où il y a le feu, c'est là où on fait l'eau chaude. Ça peut déjà faire un métier par lui-même. Ensuite, il y a la distribution. La distribution, ça veut dire que l'eau chaude qui est produite dans la chaudière, il faut bien l'amener là où on en a besoin, soit dans la salle de bain de M. Vingou, soit dans les radiateurs pour avoir chaud. Ensuite, il faut dimensionner ces radiateurs. On ne peut pas mettre n'importe quel radiateur, n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est la troisième partie du métier. La quatrième partie du métier, c'est ce qu'on appelle la régulation. C'est-à-dire qu'avant, la chaudière tournait tout le temps, 24 heures sur 24. Maintenant, il y a des horaires, il y a des températures d'eau, etc. Donc, ces 4 parties-là peuvent déjà faire 4 métiers différents. Et maintenant, je fais plus de la régulation. Alors, parmi les avantages de ce métier, à mon avis, en tout cas, c'est que vous avez 10, 20, 30 choses à connaître, donc ce n'est absolument pas un métier répétitif. Et les lois changent tout le temps, donc notamment les lois sur la pollution, etc. Les manières de fonctionner évoluent tout le temps. Il y a le gaz, le mazout, mais maintenant il y a aussi le pellet, il y a les pompes à chaleur, il y a la géothermie, enfin le métier évolue vraiment tout le temps. Ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage, c'est que on peut franchement choisir le genre de patron qu'on veut avoir quand on est ouvrier. Et quand on est patron, évidemment, on peut impliquer les gens de la manière dont on veut qu'ils s'impliquent. D'accord ? Donc vraiment, là, le plus gros avantage de ce métier, c'est qu'on a le choix. On peut choisir et qu'en plus de ça, il y a un gros manque de chauffagistes en Belgique, en tout cas. Alors, le désavantage, là je rejoins vraiment M. Vingou, c'est que si vous faites du dépannage, bien sûr, il peut arriver, si vous travaillez, si vous avez des homes parmi vos clients, un hôpital ou un grand hôtel, eh bien, si l'eau chaude tombe en panne à 1h du matin, ben, il faut aller la réparer, on n'a pas le choix, on doit y aller. Et c'est pareil pour les week-ends. Cela dit, on a quand même des grosses plages de liberté. Et ce que j'aime bien dire à mes étudiants, c'est que au début, bien sûr, c'est difficile de trouver des clients, mais dès qu'on s'installe, ce ne sont plus les clients qui vous choisissent, mais vous qui choisissez vos clients. Et ça, c'est un des gros avantages du métier de chauffagiste et sanitariste, à mon sens, à mon point de vue. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour et que j'ai expliqué un petit peu. Enfin, il y a des tas d'autres désavantages, mais bon, je peux quand même pas trop en dire non plus. D'accord ? Merci Voilà. beaucoup À tout à Pierre. l'heure.
Merci beaucoup. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il y a l'espace chat qui est là et à la fin de la réunion, à la fin de l'atelier, il y aura aussi un espace questions-réponses. Alors, nous allons passer au troisième métier, ventiliste. Et donc là, je vais passer la parole à Jack Wangui, qui va nous faire part de quel est son métier, comment ça fonctionne, sa journée type. À toi, Jack. Oui, tout d'abord, bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation. Donc voilà, je présente le métier de ventiliste, faisant partie de l'HVAC. Il faut savoir que ce métier est plutôt un métier qui, dans le domaine des techniques spéciales de la construction, vient en complément aux autres corps de métier. Je m'explique, nous sommes dans une période où tout le monde entend parler des enjeux énergétiques et des enjeux environnementaux. Ce sont toutes des questions qui taraudent maintenant toutes les puissances sur cette planète. Et il est clair pour tout le monde que même si M. Laurent doit chauffer son eau chaude et même si M. Pierre doit fournir une bonne chaleur aux personnes qui occupent les locaux, et on verra plus tard que certaines autres personnes comme Omar vont amener de la fraîcheur, hein, il est important aujourd'hui que la consommation en combustible fossilisé soit limitée. Ça veut dire qu'on va essayer de brûler le moins possible et brûler mieux, donc pour brûler le moins possible. Et vous allez voir que dans cet ensemble, on va jusqu'à tenter de garder les calories dans la maison. Raison pour laquelle on commence à travailler avec l'enveloppe du bâtiment, hein, isoler les toitures, isoler les façades, avant, arrière, mettre du double voire du triple vitrage. Et tout ça amène petit à petit à créer ce qu'on appelle des maisons tupperware qu'il faut impérativement ventiler. D'où le métier de ventiliste, qui est un métier, on va dire, une niche en émergence, hein, et d'une importance capitale, puisque ventiler permet d'éviter de travailler ou de vivre dans un air pollué, voire même jusqu'à apparition de fongicides. Et donc, quand on travaille dans ce métier, qui est clairement pour moi un métier d'avenir aujourd'hui, hein, on est confronté à pas mal de choses parce qu'on parle ici de ventiler, donc de aérer un bâtiment. Et pour aérer le bâtiment, on va commencer par traiter l'air. Donc, l'air qu'on amène de l'extérieur et qu'on va ramener dehors après avoir ventilé va être traité, mais par une filtration déjà pour commencer, mais elle peut être chauffée, elle peut être refroidie, elle peut être humidifiée, déshumidifiée, aseptisée. Et donc, on voit déjà que ce métier amène un panel qui touche à toutes les techniques de la construction. Ce qui est gai, c'est qu'il y a du physique, bien entendu, parce que quand on pose des tuyauteries, eh ben, il faut les tirer, mais il y a le cerveau travaille aussi, on n'est pas des tireurs de tuyaux, puisqu'il faut aussi également, comme dans tous les métiers, dimensionner de manière juste, pour pas que ce soit trop cher, mais de manière juste pour pas que ce soit, pour que ça fonctionne convenablement, pour pas qu'on soit confronté à des bruits qu'on ne voudrait pas avoir. Et donc, il faut dimensionner. Et aussi, on régule. Donc, il y a une régulation qui entre en ligne de compte. Donc, c'est vraiment un métier qui est tous azimuts, depuis le physique jusqu'au cérébral, en sachant qu'on a la partie, tout comme dans les autres métiers, installation, et puis on a la partie maintenance. Et maintenance, au jour d'aujourd'hui, dans la ventilation, c'est une niche qui est en plein développement parce que pas mal de gens, même dans les petites habitations, ont commencé déjà à placer des ventilations depuis longtemps et ils se retrouvent confrontés à un problème, c'est de trouver la main-d'œuvre qualifiée pour l'entretien de leur système. Donc, il est clair que c'est un métier d'avenir. Les désavantages, c'est que c'est un métier qui est encore en train de
de se placer, hein, et ce n'est pas encore tout à fait clair, mais néanmoins, je peux vous dire que jusqu'à Bruxelles Environnement, donc les BGE, travaillent déjà sur un agrément, sur une habilitation en ventilation, et qu'on est dans le chemin où les maisons seront de plus en plus isolées, et donc on aura de plus en plus besoin de ventilation. Merci beaucoup, Jack, pour cette présentation. De nouveau, nous avons la chance, enfin, de toute façon, ils sont tous passionnés chez nous, nos formateurs, mais on sent vraiment votre enthousiasme dans le partage de votre métier. Nous allons passer donc au 4e métier, les frigoristes. Et là, on passe la parole à Omar. Bonjour à tous, donc moi c'est Omar. Donc, je veux dire, le métier de frigoriste, hein, c'est un petit peu comme mes collègues, hein, donc dans le métier de frigoriste ou plombier ou ventiliste, effectivement. Une journée, généralement, commence vers les alentours de 8 heures, hein, donc ça prend plus ou moins 8 heures. Dans le monde du froid, on peut avoir plusieurs possibilités, hein, donc on peut travailler, on va dire, tant dans la climatisation que dans la production d'eau glacée, etc. En règle générale, souvent, on est amené à travailler ou seul ou en équipe. Hein, donc, lorsque c'est pour du montage, généralement, c'est des équipes de 2. Lorsqu'on va travailler plutôt plus dans tout ce qui a trait au dépannage et à l'entretien, généralement, on est autonome, hein, donc équipé d'une camionnette avec tout l'outillage. Le métier de frigoriste, c'est un assez joli métier. Donc, c'est un métier qui reprend plusieurs métiers en un. Hein, donc, généralement, dans le froid, on est amené à étudier donc, tout ce qui a trait à l'électricité, donc l'électricité industrielle. Hein, on est amené à tout ce qui a trait à la soudure, plus particulièrement à la brasure, hein, donc au brasage. Donc, on va retrouver de la thermodynamique. Hein, donc, ici, donc, le métier de frigoriste, je veux dire, vivre aujourd'hui, je veux dire, sans froid dans nos sociétés d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tout un chacun a au minimum un frigo ménager à la maison, un climatiseur. Hein, donc, ici, avec le Covid qu'on vit actuellement, ou la Covid qu'on vit actuellement, ici, il faut aussi donc, des chambres froides pour pouvoir donc, stocker donc, tous les vaccins, etc. Hein, donc ici, le monde du froid, c'est vraiment un océan. Hein, donc ça va vraiment du petit frigo ménager à la chambre froide qui se trouve donc chez Pfizer ou autre, tout comme chez notre boucher ou notre boulanger du coin qui a aussi besoin donc de fraîcheur, comme disait notre ami Jacques. Donc ici, effectivement, donc, le monde du froid, je dirais, c'est vraiment un super joli monde. Hein, donc, généralement, on ne s'ennuie pas. Et je veux dire, la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est aussi un métier qui est en pénurie. Hein, donc, généralement, la plupart des jeunes ou moins jeunes qui sortent de l'EFP avec leur diplôme en poche de frigoriste, généralement, trouvent du travail très facilement et très vite, première chose. Et puis, les salaires, faut dire ce qu'il y a. Donc, il n'y a vraiment pas à rougir. On a dans le monde du froid d'assez beaux salaires. Hein, donc voilà, je peux juste vous dire bienvenue. Intéressant. Merci beaucoup, Omar. Alors, notre dernier métier que nous allons présenter, c'est ici le métier de BIM coordinateur. Et donc là, je vais passer la parole à Laurent Falla pour qu'il nous explique son métier. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Laurent Falla, donc BIM coordinateur. Alors, une journée type de BIM coordinateur, c'est un peu divers et varié. Donc, je peux très bien commencer par des réunions le matin avec les différentes équipes. Je dirai pourquoi après. Je peux être amené à former, en fin de compte, mes propres équipes ou divers bureaux d'études aux méthodes de travail qu'on va utiliser sur certains projets. Et il y a une grosse partie aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est comme je travaille principalement en bureau d'études ou de chez moi maintenant avec le Covid. Donc, on fait quand même beaucoup de dessins ou même beaucoup de préparation et de contrôle de dessin, justement pour les différents métiers qui sont passés juste avant moi. Alors, le métier de BIM coordinateur aussi, il est partagé dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que on va partir d'un bâtiment concret, on doit construire le bâtiment, on doit le ventiler, on doit mettre de l'électricité. Donc, en gros, on doit pouvoir être capable de parler de
plusieurs disciplines, que ce soit de l'architecture, de la structure, de la ventilation, électricité, lumière, etc. L'avantage du métier, c'est qu'il est très varié. Donc, c'est pour ça que je disais que je suis capable de passer de réunions, alors que ce soit des réunions de chantier pour bien voir en fin de compte qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place en bureau d'études, des réunions que je peux avoir avec mes propres dessinateurs, puisque en tant que BIM coordinateur, on est un petit peu chef d'orchestre dans le bureau d'études. Donc, on fait la passerelle entre notre supérieur, qui est généralement un BIM manager, qui a une plus grande vision, en fin de compte, du projet. Et tout ce qui est dessin, validation, etc. En fait, notre but n'est pas réellement de dessiner à longueur de journée, mais plus de préparer, en fin de compte, tous les éléments pour que nos dessinateurs en dessous puissent dessiner et éviter tout ce qu'on appellerait dans notre métier, tout ce qui est clash, des interférences, par exemple. Si on construit un bâtiment, on a une porte et tout d'un coup, le ventiliste nous dépose une gaine en plein milieu de la porte, là, ça ne va pas, c'est un peu à nous de vérifier. Donc, c'est des vérifications que nous, on fait en amont avant d'aller sur chantier. D'accord ? Le BIM coordinateur, c'est un métier qui, dans la construction, n'existait pas avant. Donc, ou du moins, il était fait d'une autre façon. Donc, il n'y avait pas vraiment de vérification, entre guillemets. Donc, maintenant, on essaye de vérifier tout en amont, donc en bureau d'études. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis que c'est le métier le plus facile par rapport aux installateurs. Donc, on est au chaud, on prépare les plans, toute une série de plans, de documents pour envoyer sur chantier. Et de temps en temps, donc, on va sur chantier, faire des réunions, des relevés, etc. Donc, les contraintes du métier, elles sont diverses au niveau technique. C'est-à-dire que vous sortez de formation, si vous n'avez Si je pas peux me une permettre, grande expérience. je te coupe juste une minute, juste pour demander, pour voir si tu peux doucement conclure. Comme ça, on peut aussi passer aux autres intervenants. Ah oui. Merci, désolée. Okay. Donc, tu disais les contraintes. Oui, les contraintes, donc les contraintes du métier, en fin de compte, elles sont au terme plutôt de discipline, c'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir BIM coordinateur directement comme ça, malheureusement, parce qu'il faudra savoir parler aussi bien, comme je disais, architecture, électricité, structure, etc. Donc, ça demande quand même une expérience et généralement, même si vous sortez de l'école ou n'importe quelle formation, il est des fois mieux de commencer peut-être plus bas en tant que dessinateur et de petit à petit monter avec l'expérience et devenir BIM coordinateur. Ou même, vous pouvez revenir d'un domaine chantier et vous reconvertir directement en bureau d'études pour devenir BIM coordinateur. Les débouchés de ce métier, vous travaillez essentiellement en bureau d'études, donc soit dans des agences d'architecture ou des bureaux d'études pluridisciplinaires. Et honnêtement, en ce moment, il y a une forte demande de BIM coordinateur. Ah, c'est Voilà. génial. De ce que j'entends, il y a une forte demande dans tous les métiers présentés. Donc, venez, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup, Laurent, pour ton intervention. Alors, on a la chance d'avoir aussi un auditeur avec nous, Florian Van Bellingen, si je n'ai pas, si j'ai bien prononcé ton nom. Florian, Oui, est-ce que tu es là parmi nous? Oui. Nickel. Florian, est-ce que tu voudrais bien partager un peu ton expérience d'auditeur et donc pourquoi tu as choisi d'aller dans cette filière, pourquoi et comment ça s'est passé? Donc, voilà, je te laisse la parole. Oui, donc au début, avant de choisir un métier,
j'étais fort penché vers le manuel plutôt que rester dans un bureau. C'est pour ça que je me suis orienté vers l'EFP. Et je ne sais plus trop exactement comment, je crois que c'était par des recherches de mon côté, mais c'est une école qui a une bonne réputation. Et j'ai été ensuite pris par le choix de soit de faire chauffagiste, soit de faire plombier, donc installateur sanitaire. Et je me suis dit que les deux qui étaient fortement liés étaient tous les deux aussi importants l'un que l'autre. Et donc j'ai commencé par la prépa en chauffage central, qui s'est bien passée. Et ensuite, j'ai fait mes 2 années. Donc ici, je suis en dernière année avec monsieur Laurent Vangou et monsieur Jean-Jacques Vangou. Et je suis donc proche de la fin de cette année avec le TFE à finir. Mais sinon, disons que j'ai lu quelques questions ici pour y répondre. Une journée type, c'est on va au travail, on a des heures de cours qui sont intercalées souvent le mercredi à 13h30 pendant 3-4 heures, quelque chose comme ça, ou début de soirée de 17h à 16-17h à 20h, 21h. Donc, il faut faire 40 heures de cours par semaine, cours plus stage compris. Donc, disons que c'est, je sais pas, 8 à 12 heures parfois de cours et le reste de stage. Donc, il faut avoir des patrons assez flexibles avec ça aussi. Sinon, les cours, il y a tout qui est prévu, donc les horaires, tout ça. Donc ça, on est relativement mis à jour souvent. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions concernant le chauffage principalement ou le sanitaire. Oui, ça pour les questions peut-être des participants, on verra à la fin. Mais c'est génial parce que tu as déjà répondu. J'ai vu aussi passer dans le chat à une question, mais quel est aussi l'avis d'un auditeur quand il vient à l'EFP entre les cours pratiques, les cours, enfin la pratique chez oui, c'est ça. Donc, il faut... Ça, vous allez souvent atterrir en cours à 17h en pantalon de travail parce que vous venez de quitter le chantier, quoi. Donc, ça, c'est un truc auquel il faut se préparer. Mais oui, donc ce sont des horaires de cours plus travail assez lourd. Donc, ce sont souvent des longues semaines. Et en plus, il faut étudier, bien sûr, un minimum par jour ou le week-end pour pouvoir faire de bons résultats. Sinon, ça devient assez compliqué pour suivre. Nickel. J'ai vu qu'il y avait également des gens qui parlaient de faire ça plus rapidement ou de combiner le travail avec le stage. Je comprends très bien cette position, mais les stages ici sont rémunérés. Première année, plus ou moins 450, deuxième 600, troisième 900. Et je trouve très important, et ça je tenais vraiment à le souligner, les stages sont tout aussi importants que les cours et on ne se fait pas la main en quelques heures. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre ces 3 années de stage complètes selon moi. Bien sûr, prendre des congés pour certains examens importants ou des choses comme ça, mais il faut vraiment, pour moi, voir la pratique. Donc, oui, il faudra peut-être se tordre la ceinture ou trouver un patron qui veut bien payer plus parce que c'est un minimum, donc il peut augmenter, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais le travail, ce serait bien de le consacrer carrément à votre futur métier que vous aurez choisi ici, donc soit la ventilation ou les autres qui font partie du bâtiment, quoi. Eh bien, je te remercie beaucoup, Florian, d'avoir partagé avec nous ton expérience. Et donc, sans transition tout de suite, je vais passer la parole au secteur de la construction, qui est ici représenté par Émilie de Mulder et Henri-Marc Vivet. Et donc, voilà, la parole est à vous. Henri-Marc, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui, très bien. Voilà, très très bien. Donc effectivement, je vais aller vite, hein. Simplement pour signaler, vous informer qu'en fait le secteur de la construction est un gros secteur, un pourvoyeur d'emplois. À titre d'exemple, on a mis là, il y a 8200 ouvriers et je ne compte pas les indépendants, donc 8200 ouvriers, 1100 entreprises, rien qu'à Bruxelles. Donc, il y a évidemment beaucoup d'entreprises qui viennent un peu de l'extérieur et de la périphérie bruxelloise. Donc c'est un secteur important, très large, beaucoup de métiers, on en a déjà vu quelques-uns là maintenant, qui a beaucoup d'avantages, notamment au niveau du salaire, ça je pense qu'on l'a aussi signalé, et en matière de formation des travailleurs, Il y a beaucoup de systèmes d'aide et surtout tous ces métiers sont des métiers techniques où il faut se remettre continuellement à jour. Aussi, indication importante, ça a été signalé, mais j'insiste parce que c'est une réalité, tous ces métiers sont en pénurie et que beaucoup d'entreprises, énormément d'entreprises, pour ne pas dire toutes, sont en recherche permanente de jeunes qualifiés. Donc,
ce qui est important, c'est évidemment jeune, mais qualifié. Donc, très, très, très important de suivre une formation, évidemment, et d'avoir une qualification dans tous les métiers. Oui, le secteur soutient plus particulièrement la formation en alternance. Donc, c'est la formation qui vous est proposée par l'EFP. Donc, c'est bien une formation qui combine une pratique en entreprise avec des cours, comme l'a expliqué Florian. En fait, c'est très simple. Les métiers de la construction sont majoritairement manuels. Vous avez vu que ça ne se limite pas à cela. Nos intervenants vous l'ont montré au travers de leurs interventions, mais ça reste des métiers physiques, avec du travail avec des ustensiles dont on n'a pas forcément l'habitude, des règles de sécurité à respecter. Et donc, le fait de pouvoir se rendre sur chantier plusieurs fois par semaine, ça va tout simplement vous permettre d'acquérir vraiment les bons réflexes, les bonnes pratiques du métier et surtout un savoir-faire qui vous aidera tout au long de votre carrière. Et donc, Émilie et moi, on est rassemblés autour d'une enseigne qui est ConstruCity, qui est un point de contact central pour le secteur de la construction. Un point où vous avez toute l'information, l'orientation et un accompagnement vers la formation et l'emploi durable. Donc, vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site internet construcity.brussels. Concrètement, comment est-ce que le secteur vous aide? On vous aide déjà notamment via l'EFP en fait. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez un contact avec une personne qui vous encadre, qui s'appelle le délégué à la tutelle. Nous aussi, nous avons des contacts avec ces personnes-là et on les aide à trouver des entreprises prêtes à vous accueillir en stage. C'est une collaboration qui se fait vraiment dans les coulisses et qui se fait directement entre nous. Donc, il n'y a pas de souci au niveau des stages en général. Nous effectuons également, toujours avec le délégué à la tutelle, des suivis sur chantier. Donc, c'est un suivi qui se fait à l'issue de votre formation. C'est pour faire le point, pour voir comment tout s'est bien passé, mais aussi pour voir au niveau de l'entreprise si vous êtes engagé, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'avenir. Et de manière plus générale, nous vous aidons à trouver un emploi durable dans le secteur de la construction via donc, un accompagnement. Voilà. Et enfin, si vous avez toujours des doutes concernant un choix de métier, malgré les bons conseils de l'EFP qui sont quand même assez complets, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider un peu plus. Voilà. Merci à Émilie et à Henri-Marc pour votre explication. Donc, n'hésitez pas d'aller voir sur ConstruCity l'ensemble des informations et contacts. Ils sont aussi dessus. Merci. Merci. Alors, pour continuer notre atelier, notre explication, on a vu ce que l'on faisait, on a vu comment un auditeur vit son expérience de l'alternance, sa formation, on en sait un peu plus sur le secteur. Et bien maintenant, concrètement, que doit-on faire? Quelles sont les conditions pour venir suivre nos formations? Je vais passer la parole à Cyril Divoul, notre responsable du pôle numérique, qui va nous expliquer, si je ne me trompe pas, la formation BIM. Merci Sarah. Bonjour à tous. Donc rapidement, parce que le principal a été abordé au niveau des cours, la formation BIM coordinateur, c'est ce que nous on appelle une formation coordination et encadrement. Elle se fait en 2 années. Cette année, c'était des cours du soir. L'année prochaine, on ne sait pas, on doit encore discuter avec les formateurs concernés. Mais donc, ça peut être en soirée, ça peut être en journée. Les conditions d'accès, elles sont reprises ici, avoir 18 ans accomplis et avoir satisfait à l'obligation scolaire. Et pour les autres conditions d'accès, vous pouvez les retrouver sur notre site. Mais en gros, on peut dire que pour la formation BIM, il faut avoir principalement une formation dans le bâtiment, une formation dans le dessin ou avoir des bonnes bases techniques en dessin en tout cas. Donc tout ça, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et donc au niveau des diplômes et des certifications, effectivement, vous obtenez un diplôme de coordination et d'encadrement de BIM coordinateur. Ça, c'est à l'issue de la 2e année. À l'issue de la 1re année, vous obtenez un diplôme de BIM modeler. Voilà en gros pour la formation BIM, mais j'ai vu qu'il y avait des questions dans la discussion et donc j'ai laissé mon mail, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez la moindre question. Voilà. Nickel, merci beaucoup Cyril. Valérie, je vais passer la parole à notre responsable du pôle construction, Valérie, qui va nous
expliquer pour les autres formations comment ça se passe. Oui, merci Sarah. Bonsoir à tous. Donc, je vais essayer d'aller assez vite parce que je pense qu'on va essayer de garder un maximum de temps pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui suivent cet atelier. Donc, Sarah, est-ce que tu peux passer sur la dia suivante, s'il te plaît? Donc, pour moi, principalement, donc ici, je suis là pour vous présenter les métiers d'installateur sanitaire et plomberie, HVAC ventiliste, installateur en chauffage central, frigoriste. Et donc, dans l'ensemble, pour toutes nos formations, donc, qui sont des formations chefs d'entreprise, ce sont des formations qui ont une durée de 3 ans, à l'exception de la formation HVAC ventiliste, qui est une formation de coordination et d'encadrement qui se déroule sur 1 année. En ce qui concerne donc les autres formations, installateur sanitaire plomberie, chauffage et frigoriste, pour pouvoir avoir accès à la formation, donc il faut avoir au minimum 18 ans. Et au niveau des conditions d'accès, une 4e année technique ou artistique ou générale, éventuellement une 6e année de l'enseignement professionnel, et si effectivement vous n'avez pas cela, vous avez toujours la possibilité de présenter un dossier d'admission auprès de l'EFP qui vous donnera la possibilité de suivre ces formations. Alors, on a également la possibilité de suivre une formation en monteur chauffage et sanitaire pour les jeunes qui ont moins de 18 ans. Donc, elle est proposée à l'EFP. Donc, ça, c'est de l'apprentissage. Et donc, c'est une formation qui dure 3 ans également. Et donc, pour pouvoir être apprenti chez nous, il faut avoir 15 ans accomplis et fréquenter au minimum 2 années du 1er degré de l'enseignement secondaire. Voilà, donc toutes ces formations vous donnent effectivement un certificat d'apprentissage pour les apprentis ou un diplôme de chef d'entreprise dans le métier que vous suivez, ainsi qu'un accès à la profession avec un certificat de gestion, à l'exception effectivement de la formation HVAC ventiliste qui est une formation de coordination et d'encadrement, mais pour laquelle vous pouvez éventuellement suivre un complément de formation de gestion par la suite. Voilà, donc si vous avez la moindre question concernant les contenus de cours ou quoi que ce soit, je vous invite tous à aller consulter le site de l'EFP. Vous avez chaque fois une fiche métier pour tous les métiers qui sont proposés avec le détail des heures de cours et donc les matières que vous verrez tout au long de la formation. Voilà, donc je pense que je vais en rester là et si jamais d'autres questions viennent aux personnes qui suivent l'e-tour, je me ferai un plaisir de vous répondre par la suite. On va passer la parole au délégué à la tutelle. Exactement. Merci Valérie. Alors Vanessa et Anne-Sophie, à vous la parole. La pratique, il y a beaucoup de questions d'ailleurs par rapport à ça. Oui. Comment ça se passe Voilà. Bonjour, c'est Anne-Sophie Levec. Donc, je suis déléguée à la tutelle. Donc, je m'occupe principalement des conventions de stage rémunérées. Donc, comme on l'a dit et répété, mais je vais le redire, la force de notre système de formation, c'est vraiment l'alternance. Donc, c'est vraiment la possibilité qui vous est offerte d'apprendre votre métier en étant à temps plein chez un patron. À temps plein, ou comme Florian l'a dit tout à l'heure, effectivement, vous aurez 1 jour de cours plus ou moins en chef d'entreprise et 2 jours de cours si vous êtes inscrit en apprentissage, mais donc vous allez 3 ou 4 jours chez le patron. Vous n'avez plus droit aux congés scolaires, donc pendant les congés scolaires, vous allez la majorité du temps travailler à temps plein. Vous avez bien entendu droit à des congés, mais c'est 20 jours de congés comme les ouvriers ou un peu plus selon les commissions paritaires. Voilà, la convention de stage, c'est vraiment apprendre son métier chez un patron et donc aussi, j'ai presque envie de dire, un gage de qualité forcément, mais presque la certitude de se faire engager effectivement en sortant de chez nous. Soit le patron chez lequel vous avez travaillé pourra vous engager, soit sur votre CV, ça aura quand même un poids dans la mesure où si vous avez fait votre formation chez un patron, ça veut dire que vous savez vous lever le matin, que vous avez quand même acquis des compétences, que vous êtes sérieux, qu'on peut compter sur vous, etc. Voilà, ça c'est vraiment ce sur quoi je voulais insister. On peut vous aider dans vos recherches de patron. Donc, on n'a pas de baguette magique, mais on a quand même des listes à disposition. Et en plus, comme vous l'avez entendu, on a l'aide de la Fédération de la construction avec qui on est en contact et qui peuvent aussi nous aider
au niveau des recherches de patrons. Voilà, je ne sais pas si Vanessa a d'autres choses à rajouter, si j'ai oublié ce que j'aurais oublié. Non, donc tu as parlé des offres de formation, ça c'est bon. Je vérifie pour voir. Donc le rôle du délégué, c'est bien évidemment de vous conseiller, de vous orienter tout au long de la formation pour veiller à ce que vous allez vraiment au bout de votre formation. Ça aussi, c'est important de le savoir. Je vérifie. Donc, les jours de congé. Oui, les barèmes sont indiqués sur notre site. Pour vous donner une idée, on va de 464 € jusqu'à 928 € pour la 3e année. Et voilà, sinon, vous allez vraiment retrouver toutes les informations sur notre site. Et s'il y a d'autres questions, par la suite, voilà, nous interviendrons également, de toute façon. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Anne-Sophie et Vanessa. Et donc, nous voilà au moment des questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous manifester, lever la main. Normalement, vous avez une petite zone pour demander la parole. Si pas, je rappelle à Anne, notre magicienne du chat, pour voir quelles sont un peu les questions qui sont sorties durant l'atelier. Mais donc, on a aussi parlé du stage et alors on a quand même pas mal de questions, donc des personnes qui souhaiteraient suivre une formation tout en continuant donc, à travailler. Donc, effectivement, on leur propose aussi une possibilité pour les stages. Donc, peut-être Valérie, tu peux expliquer pour les 250 heures de stage. Oui, tout à fait. Donc, comme l'a dit Anne-Sophie tout à l'heure, le but de la formation chez nous, c'est effectivement de faire de l'alternance. Donc, on préconise bien entendu de faire donc les cours et d'avoir un stage en entreprise. Mais pour toutes les personnes qui seraient éventuellement en reconversion professionnelle, on comprend très bien que quand on a une vie de famille et qu'on veut changer de vie, on ne peut pas forcément vivre avec le barème de stage qui est attribué. Et donc, pour toutes ces personnes qui travailleraient déjà, mais qui voudraient suivre la formation, donc il y a possibilité de la suivre puisque les horaires sont vraiment variables. On a des cours qui sont organisés en journée, on a des cours qu'on organise le soir, donc c'est possible de suivre la formation en soirée. Et alors, pour toutes ces personnes qui souhaiteraient faire la formation, mais qui travaillent déjà, on donne la possibilité de signer un contrat de stage qui est un contrat de 250 heures de stage non rémunéré. Et donc, ça vous permet effectivement d'avoir un minimum de pratique en entreprise, d'être en règle pour pouvoir passer vos examens de fin d'année et de pouvoir effectivement continuer à travailler dans votre domaine le temps que la formation se termine. Voilà. Alors, j'ai aussi une question. Donc, entre la formation de chauffagiste et sanitaire et plomberie, donc on me demande aussi quelle est la différence. Enfin, est-ce qu'on peut, voilà, quelle formation choisir si on aime bien les deux? Donc, je voulais demander peut-être à Pierre. Oui, Pierre, notre chauffagiste. Pierre, ton micro est coupé. Oui, voilà. Ah, voilà. Pardon, en fait, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En fait, ça fait partie d'un cluster et on parle bien là d'installateur parce que tous les métiers, donc ventilation, climatisation, sanitaire et chauffage, donc c'est tout le domaine du HVAC, il s'agit bien d'installation. Donc pour poser des tuyaux, c'est pas tellement différent de poser des tuyaux de plomberie, etc. Donc avec l'accès à la profession, on a accès à ces trois professions-là, c'est-à-dire climatisation, sanitaire et chauffage. Mais attention, en installateur. C'est-à-dire que si on se spécialise en chauffage central, on peut dépanner et entretenir des chaudières. Donc, un installateur ne peut pas dépanner une chaudière, d'accord ? Donc, c'est un complément qui se fait dans tous les métiers. Donc, là, ici, l'accès à la profession, il s'agit bien d'un accès d'installateur. Je pourrais expliquer un petit peu plus avant, mais ça prendrait un peu trop de temps. Donc, voilà. Donc, automatiquement, avec un des trois accès, que ce soit en sanitaire, en climatisation ou en chauffage, vous avez accès aux deux autres
professions. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que ce n'est pas le même investissement que les outils qui sont spécifiques au sanitaire, les outils qui sont spécifiques au chauffage et spécifiques à la climatisation coûtent quand même assez cher. Et si vous devez vous équiper pour les 3 professions, eh bien, vous allez devoir à vous faire un investissement un peu plus sérieux. Voilà. Toutes choses qui sont expliquées, bien sûr, pendant les cours à l'EFP. Voilà, j'espère que j'ai été complet dans ma réponse. Merci. Merci Pierre. Anne, est-ce que tu as d'autres questions? J'ai aussi des questions sur les horaires. Donc, effectivement, il y a des horaires qui sont pour l'instant publiés donc, sur nos fiches métiers, mais tout n'est pas encore mis à jour. Donc, voilà, on essaye de faire au mieux. On espère que pour le début des inscriptions, on aura voilà, les horaires plus ou moins définitifs. Et si je peux peut-être me permettre d'intervenir pour bien expliquer, donc vous avez vu que toutes les personnes qui ont présenté les métiers sont donc des formateurs chez nous à l'EFP, mais ce sont tous des professionnels qui sont en activité. Hein. Donc ça, c'est un petit peu la force de l'EFP, c'est que nous n'avons pas des cours qui sont donnés par des professeurs, mais ce sont des formateurs. Donc ce sont tous des gens qui travaillent dans le domaine de la plomberie, du chauffage ou tout autre métier et qui viennent effectivement dispenser leur savoir aux participants. Et donc, c'est effectivement sur base de ça qu'on établit les horaires de cours. Et donc, ce n'est pas toujours évident de pouvoir définir maintenant ben voilà, comment vont être organisés les cours à partir de septembre, puisque toutes ces personnes travaillent déjà. Et donc, on essaye de faire au mieux. On essaye de faire des cours du jour, on essaye de faire des cours du soir. Mais en tout cas, toutes les infos seront mises sur le site Internet en temps voulu. Hein. Merci Valérie. J'ai encore une question, peut-être pour Anne-Sophie ou Vanessa, concernant les allocations familiales. Donc, on nous demande si les allocations, on continue à recevoir des allocations familiales. Oui, et donc en fait, tant que vous êtes sous convention de stage, vous conservez vos allocations familiales, en tout cas les 2 premières années. Le montant des allocations de stage est calculé pour qu'il ne dépasse pas le plafond pour que vous puissiez conserver vos allocations familiales. À la 3e année, en touchant 928 € d'allocation mensuelle de stage, là, vous n'avez plus droit aux allocations familiales. Et c'est aussi jusque 25 ans. Hein. Oui. Mais doucement, je pense qu'on a fait le tour. Anne, des questions du moins qui étaient là, parce que je pense que les questions sont venues et dans les interventions, en fait, ça s'est auto-répondu aussi. Oui, tu as d'autres questions à nous faire remonter? Non, donc j'ai aussi donné notre adresse email voilà, durant le chat, donc on peut nous contacter directement au pôle construction. Donc, on répondra bien. Je vois peut-être une dernière question ici parce que c'est vrai on s'est beaucoup basé sur les formations de base. Donc, il y a des gens qui posent des questions aussi sur les modules de formation continue. Donc, effectivement, l'EFP fait aussi des modules de formation continue dans les domaines du chauffage, de la ventilation, etc. Et donc, j'invite les personnes à éventuellement s'inscrire aux e-tours qui sont qui sont consacrés justement à la formation continue. Ça existe, donc allez voir sur notre site internet. Ou alors, effectivement, adressez-vous au pôle de formation, donc au pôle construction, et on se ferait un plaisir de vous donner des informations complémentaires. Juste une dernière question. Je vois un Victor Van Den. Je n'ai pas la fin de votre nom de famille, désolée. Oui. Vous souhaitez poser une question? Oui. Oui, bonjour. Je voulais demander à propos du chauffage, d'après monsieur Tac, il y aurait plusieurs spécialisations dans le métier, et donc je me demandais s'il y aurait un choix à faire plus tard ou comment est-ce que ça se passe exactement. Ok, merci Victor. Pierre? Voilà, alors en fait, on peut être installateur généraliste, d'accord, mais ce métier évolue tout le temps, donc je vois qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés par installer des pompes à chaleur, etc. Donc oui, il y a moyen de se spécialiser, et les spécialisations vont de l'installateur qui porte des radiateurs et les place jusqu'à le module électrique qui fait que l'installation peut fonctionner, et là avec juste un petit tournevis on peut le régler, on peut faire tout ce qu'il faut, d'accord. Alors bien sûr, maintenant les métiers de l'informatique sont
complètement partie du métier. Je pourrais montrer ça, mais dans le cadre de mon travail, j'ai une petite vingtaine de chaufferies que je peux piloter à distance. Donc là, pour le moment, je suis en congé, mais tous les matins, je peux vérifier si j'ai pas une panne, si la température de l'eau dans un home est trop basse, etc. Et tout ça se fait à distance par un module qui s'appelle un module de gestion technique contrôlée, une GTC. Et donc, voilà. Donc, ça va le métier aussi bien sanitariste, etc., va du tournevis et de la lampe à souder jusque l'ordinateur et le smartphone, parce que maintenant, il y a aussi moyen de piloter des installations avec son smartphone. Voilà, j'espère avoir été... Là aussi, hein, j'en parlerai beaucoup plus longuement dans le cadre de la formation. Mais donc, du coup, la formation intègre tout ça ou on aura un choix à faire une fois qu'on aura fini? Alors, pour répondre à ça, c'est que si vous choisissez ce métier, vous n'arrêterez jamais d'apprendre et d'étudier. Je veux dire, j'ai 62 ans et je continue à suivre environ 40 heures de formation par an. Que ce soit des modules de formation pour le plage par exemple, c'est un plan local d'action pour la gestion des énergies. Et voilà, donc en fait, le métier devient tellement complexe qu'effectivement, il y a plein de choses à savoir et que au bout des 3 ans à l'EFP, eh bien, vous serez loin d'en avoir terminé. Mais vraiment loin. Et il faudra continuer à travailler, à étudier jusqu'à la fin de votre vie et apprendre. Bon, il y a quand même des métiers qui sont un petit peu plus... par exemple, si vous êtes soudeur en industrie, il manque beaucoup de soudeurs. Donc, si vous êtes soudeur, tuyauteur, ce sont des métiers vraiment fantastiques qui vous permettent de travailler à peu près partout en Europe quand vous faites bien votre métier. Et voilà, là, effectivement, là, vous êtes obligé de suivre des formations tous les 2 ans pour voir si vous êtes encore capable de faire des soudures sans fuite. Mais bon, voilà. Ne vous inquiétez pas, vous devrez apprendre jusqu'à la fin. Et puis, si vous avez tout appris, ce serait quand même sympa d'essayer de devenir formateur à l'EFP pour transmettre aux jeunes tout ce que vous pourrez connaître et savoir. Voilà. Merci Pierre pour ce mot de la fin. Alors, je vais lancer un petit sondage. Je vous invite à y répondre. Et pendant ce temps où vous y répondez, ça me permet de vous dire que donc, pour les inscriptions, vous trouverez les informations sur notre site efp.be à partir du 10 mai. Vous verrez, vous allez dans le catalogue et franchement, vous trouvez vraiment votre bonheur et vous trouvez le chemin par où y aller, que ce soit apprentissage, que ce soit adulte, que ce soit Kuhn ou d'autres. Donc ça, on vous invite à aller sur le site. Ensuite, évidemment, si vous avez encore des questions, parce qu'1 heure, c'est court, ça a été passionnant, court et on a envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à envoyer un mail à info@efp.be ou à téléphoner au 0800 85 210. Pendant que vous continuez à remplir, je me permets de remercier chaleureusement vous, chers participants, d'avoir participé à notre atelier et de remercier également Pierre Tac, Omar Malmi, Laurent Falma, Jean-Jacques Vangou, Laurent Vangou, nos formateurs, Florian Van Bellingen qui nous a partagé son expérience d'auditeur, Valérie, Anne-Sophie et Vanessa et Cyril qui nous ont expliqué comment cela fonctionnait, et Émilie et Henri-Marc du secteur donc de Construcity qui nous ont dit comment le secteur se portait. Et on voit que franchement, venez, inscrivez-vous parce que on a besoin de vous. Donc voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée, une belle soirée et n'hésitez pas, on est là, info@efp.be 0800 85 210 et on répond à vos questions. Bonne soirée à tous.